personne que je ne connais pas. Qui est inscrit en M1? Ok. Vous êtes en M2. Qui est inscrit en M2? Ok. Et d'autres? Voilà. Alors, vous êtes inscrit en quoi alors? En doctorat. Oui, en doctorat. Oui. Il y a d'autres doctorants? Non, donc vous êtes le seul. Vous êtes en enseignement fondamentaux? Un autre master. Ok. Oui, ça va être un peu compliqué pour vous. Ouais. Parce que normalement, on a aussi l'habitude d'avoir un cours et plus d'introduction à la psychanalyse. Je ne sais pas si cette année on a eu ce souci-là d'ailleurs, c'est une question que je me pose. On ne vous a pas parlé de ça? Non. Ok. L'année dernière, c'était chez Christiane Alberti. Ah bon, voilà. Donc l'année dernière, il y avait bien ce dispositif. Il y avait un cours parmi tous ceux qu'on vous propose Je crois que c'est encore comme ça. qui était plus axé sur une introduction. On a tous le souci quand même de revenir un peu au premier Lacan. Mais bon, ça, en plus mon cours, moi, qui porte sur le concept de phallus chez Lacan, c'est un peu ciblé, un peu particulier, c'est très très psychanalytique. Bon, vous verrez, hein. Mais de toute façon, vous pouvez aussi, vous avez un peu de temps pour choisir quel cours sera validé. Ouais, vous verrez, peut-être vous pouvez circuler aussi dans plusieurs cours. Vous verrez. Et sinon, il y a des enseignements fondamentaux également. Non. Si? Non. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont inscrits dans le cycle clinique psychanalytique? Vous, d'accord, ok. Vous connaissez déjà un peu Lacan? Oui, ok. Bon. Alors, je vais commencer par vous faire, circuler les feuilles d'émargement. Donc vous les connaissez. Pour la première, vous devez donc noter un certain nombre de choses. Et la seconde, il vous suffit de mettre votre nom, prénom et de signer dans la case séminaire 1. Donc vous indiquez bien dans quel cursus vous vous situez, où est-ce que c'est marqué? Diplôme préparé, voilà, ok. Bon. C'est combien? Est-ce que vous avez pu lire l'argument? Oui, vous l'avez lu, je pense. Donc, cette année, donc, j'ai décidé de m'intéresser donc, au concept de phallus dans l'enseignement de Lacan. Donc je vais proposer une sorte de traversée de tout l'enseignement de Lacan, enfin de tout, il ne faut jamais dire de tout, mais de presque tout l'enseignement de Lacan. Et au premier semestre, je vais donc m'intéresser au premier temps d'enseignement de Lacan. Donc ça va nous faire aller jusqu'au séminaire 10, que je n'ai pas évoqué, je crois, dans l'argument, alors que le concept de phallus y est très présent, mais je ne pouvais pas tout mettre non plus, c'est un court argument. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le plan du cours. Ça va peut-être vous paraître un peu difficile parce que je vais vous donner beaucoup d'éléments, mais après nous allons les reprendre tranquillement. Et je vais aussi vous écrire quelques mathèmes au tableau. J'espère que vous n'avez rien contre les mathèmes. Je pense même que vous aimez beaucoup les mathèmes. Enfin, quand on est lacanien, on adore les mathèmes. Donc, je vais aussi, moi, les utiliser parce qu'il y a plusieurs mathèmes consacrés au phallus, il y a plusieurs déclinaisons possibles, chacun ayant sa spécificité et sa pertinence.
et sa raison d'être. Donc j'irai jusqu'au séminaire 10, qui sera, disons, je parle pour le premier semestre, hein, qui sera donc le point de capiton du premier semestre. Et ensuite, nous verrons au second semestre, donc, le deuxième temps d'enseignement de Lacan, et qui commence donc avec le séminaire 11. Hein, bon, ça, vous êtes au courant de ce découpage que nous a proposé Jacques-Alain Miller. Premier temps d'enseignement de Lacan, 53 à 63. Bon. Le séminaire 11, il inaugure le deuxième temps d'enseignement, et du coup, il vient aussi capitonner le premier temps. Capitonner, c'est-à-dire qu'il vient bouclé et le premier temps d'enseignement. Le deuxième temps de l'enseignement commence au séminaire 11 jusqu'au séminaire 19, inclus. Le troisième temps commence au séminaire 20. Et vous avez aussi ensuite le tout dernier Lacan qui commencerait à partir du séminaire 24. Bon. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le programme, et au premier semestre, donc nous nous arrêterons premier temps d'enseignement, et nous verrons le deuxième, et le troisième, et le tout dernier au second. Enfin, on n'aura peut-être pas le temps d'arriver au tout dernier, on verra. Bon. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le programme. Et donc, mon objectif, c'est de défendre le fait que le concept de phallus est un concept fondamental dans l'enseignement de Lacan. De le démontrer. C'est aussi un prétexte pour proposer cette traversée de son enseignement et de suivre également la logique, d'essayer de repérer et de suivre la logique de son enseignement à Lacan. Alors donc je ne vais pas me contenter de faire un simple recensement de toutes les occurrences du terme de phallus dans son enseignement. On va essayer de comprendre à chaque fois la définition qu'il en donne, l'usage qu'il en fait, avec pour objectif quand même ultime, qui est de mieux saisir et de mieux définir l'expérience analytique. Non, il n'y a pas de souci. Allez-y, allez-y. Donc normalement, le cours commence vers midi 15, grosso modo là. Je pense que je suis arrivé vers midi 15 d'ailleurs. Bon, ça commence vers midi 15. Donc voilà. Ce sera bien sûr un cours très théorique. Il y aura des références à la clinique, je vais y revenir tout à l'heure. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous savez, parce qu'on n'a pas la bonne information, où a lieu le cours de Caroline Doucet? On nous a envoyé 313. Ah, 216. 200. Ça a changé. À tout à l'heure. Donc il y aura aussi des surprises au cours de l'année. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je dis oui, même si ça vous paraîtra très théorique ce que je vous dis là, mais en même temps, ça ne sera pas tant que ça parce qu'il y aura aussi des références cliniques, je vais y revenir tout à l'heure, mais ayez quand même bien en tête le fait que quand on construit le cours, tous les enseignants du département, on a toujours la clinique en tête. C'est pas... quand on dit ça, c'est véritablement... on dit véritablement ce qui se passe. On a toujours ça en tête. Nous sommes tous psychanalystes par ailleurs. Donc c'est toujours dans cette confrontation entre les concepts et la clinique. Donc même si ça vous paraît théorique, il faut bien vous dire que derrière, déjà Lacan, lui, quand il a apporté ces concepts, ça partait d'abord et avant tout de sa lecture de Freud, mais de sa propre pratique. Donc d'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faut arriver un peu à trouver, à faire le lien entre la pratique, entre la clinique et la théorie. J'essaierai de le faire aussi. Donc, si vous trouvez que c'est un peu trop théorique, il ne faudra pas hésiter à m'arrêter, à me poser des questions d'ailleurs, peut-être même des questions cliniques. Bon, mais je vais y revenir sur la clinique. En tout cas, nous allons suivre donc les avancées de Lacan autour de ce terme, de ce concept.
Et donc nous allons aussi, ce sera un peu chronologique, mais nous ferons également, nous opérons des confrontations par moment entre deux séminaires de Lacan, 2 textes des écrits de Lacan, en faisant ce que nous appelons du Lacan avec Lacan et du Lacan contre Lacan. Parce que lui-même peut également parfois se contredire, revenir en arrière. Bon, il ne s'agit pas simplement de le constater, il s'agit de comprendre la logique qui est à l'œuvre, le mouvement même de son enseignement. Alors, donc c'est un programme un peu ambitieux, donc c'est pas sûr que nous arrivions à traverser tout l'enseignement de Lacan. Nous verrons. Alors, je vais faire l'impasse sur Freud, alors que le terme de phallus, vous trouvez bien entendu chez Freud. Mais je vais, moi, directement m'intéresser à l'enseignement de Lacan. Mais c'est un terme que vous trouvez chez Freud à plusieurs reprises, dans plusieurs textes. Bon, peut-être je serai amené quand même à en parler. Alors que, par exemple, l'objet A, qui est aussi un concept, entre guillemets, de Lacan. Il y a d'ailleurs une année où j'avais aussi travaillé l'objet A chez Lacan. Là, c'est une invention de Lacan, l'objet A. Le phallus, ça ne l'est pas. Bon. Et si j'évoque l'objet A, ce n'est pas par hasard, parce que s'il y a un mathème qui va nous servir de fil conducteur, que l'on retrouve à plusieurs reprises dans l'enseignement de Lacan, un mathème très simple, et donc il est tellement simple que Lacan peut l'utiliser tout au long de son enseignement, en lui donnant des définitions différentes, en faisant des usages différents. C'est justement un mathème dans lequel vous retrouvez l'objet petit a. Et là, vous avez une écriture du phallus, négative. Donc, je vais revenir très souvent sur ce mathème. Petit a sur moins phi. Qui va constituer, je pense, qui sera un peu notre boussole et qui va constituer un peu le fil conducteur de tout le cours. Bon, vous connaissez ce mathème? Oui? Non? Non? Donc c'est le moment, effectivement, de le travailler, de le mettre à l'épreuve. Ceux qui le connaissent, ils ont une petite idée d'une des significations qu'on peut lui donner à ce mathème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une petite idée? Le fantasme. Vous dites le fantasme parce que nous pourrions écrire ça comme ça, je voulais dire. Bon, alors ça c'est pareil, l'écriture du fantasme, nous la verrons aussi un peu plus tard. Bon, j'espère que vous êtes aussi familiarisés avec ce sujet barré, le sujet, je parle pour la personne qui n'est pas lacanien. Le sujet barré et le sujet lacanien s'écrit à un moment dans son enseignement, grand S avec une barre. En 58, pas avant. Bon, ceux qui étaient là l'année dernière, ils ont pu suivre le cours intitulé « Du sujet au par-lettre ». Bon, donc on a décortiqué tout ça, donc je ne vais pas le refaire cette année. Bon, alors retenons en tout cas ce que vous venez de dire, c'est que dans l'écriture du fantasme, que nous vous écrivons ainsi sujet articulé en lien avec un objet particulier qui oriente son désir. C'est un objet qui est en connexion, on va lire ça comme ça, en connexion avec le moins phi. C'est ça la question, c'est quelle définition donner à la barre?
faut pas oublier que les barres chez Lacan, elles sont très présentes. Vous avez une barre sur le sujet d'ailleurs. Vous avez les barres de négation que vous retrouvez dans les fameuses formules de la sexuation. Vous avez la barre que vous mettez sur le grand autre. Et vous avez les barres que vous retrouvez également, par exemple, dans la métaphore paternelle. Je vous parle de la métaphore paternelle parce qu'on va justement l'aborder. Je vais y revenir tout à l'heure. Les barres peuvent avoir différentes définitions. Celle-ci d'ailleurs, à mon avis, on peut lui en donner au moins deux. Donc, ce sera le fil conducteur du cours. Petit a sur moins phi, ce matin. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, à la fin de l'année, au moins, vous vous disiez, voilà, ce matin-là, je le connais par cœur, je sais comment le lire, je sais quelle définition lui donner, je sais ce que ça signifie. Alors, vous le trouvez pour la première fois, me semble-t-il. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qu'il me le dise, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est dans le séminaire Le Transfert, donc le séminaire 7, que vous le trouvez pour la première fois. Le 8, excusez-moi. Ça commence bien. Le séminaire 8, pas le 7. Pas dans l'éthique. D'ailleurs, dans l'éthique, il n'y a quasiment aucun mathème. Donc, dans le séminaire 8, le transfert. Et donc, c'est un mathème que l'on va retrouver dans l'enseignement de Lacan et qui peut prendre plusieurs définitions parce que, précisément, l'objet A va prendre plusieurs définitions au cours de son enseignement et le concept de phallus également. Donc, on en déduit que les deux termes prenant des définitions différentes, le mathème lui-même peut peut-être aussi prendre une définition différente. On peut en tout cas en faire différents usages. Je vous propose néanmoins tout de suite de vous donner au moins deux définitions que je propose déjà de cette écriture, petit a sur moins phi. Alors, quand vous parliez du fantasme tout à l'heure, vous vouliez dire quoi? Quelle est la particularité de cet objet qu'on insère, qui est inséré dans le fantasme inconscient du sujet? Est-ce que vous avez une petite idée? Quelle particularité ça donne à l'objet, le fait de lui mettre moins phi en dessous? Si vous partez du principe que la barre rend compte, disons, d'un lien entre les deux écritures, que ça les met en connexion. Prenons la barre comme ça, pour l'instant. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Qu'est-ce que ça écrirait, ce moins phi, au niveau de l'objet que l'on insère dans le fantasme? Quelle particularité ça lui donne à cet objet? Une négativation de jouissance? Alors, prenons le terme inconscient. Négativer. Inconscient. C'est sûr que ça se passe dans l'inconscient. C'est le phallus castré. Le moins phi, vous pouvez dire effectivement, c'est le phallus castré. Ça, on peut le dire. Phallus imaginaire. On va revenir tout à l'heure. Toujours, lorsque c'est un petit phi, d'ailleurs, je pense que Lacan doit même le mettre en italique. Parce que chez Lacan, quand c'est imaginaire, c'est en italique. Le petit a, par exemple, dans le fantasme, il est en italique. Parce qu'il le considère pendant tout un temps de son enseignement comme imaginaire. Disons simplement que ça signifie que le petit a est passé par la castration, qu'il inclut la castration, qu'il inclut le moins phi de la castration. Qu'il inclut le vide de la castration. Autrement dit, qu'il est en lien avec le manque.
Donc considérez que le moins phi écrit la castration. On pourrait même dire, Lacan le dit une fois dans les écrits, la castration imaginaire. Mais ce n'est pas sans lien avec le symbolique quand il dit ça. C'est sur fond d'une castration symbolique, pour le dire très rapidement et très mal. Mais en tout cas, ça signifie que la castration a fonctionné. Ok ? Donc vous en déduisez, alors déjà là, une note clinique très simple, sur laquelle je reviendrai très longuement, c'est que cette écriture n'a pas lieu d'être dans la psychose. On peut dire qu'il y a de l'objet A dans la psychose, mais ce n'est pas un objet qui inclut le moins phi de la castration. Ça a un certain nombre de conséquences. Ça a déjà la conséquence, ou la caractéristique, que le petit A, l'objet auquel vous aurez affaire, auquel le sujet psychotique a affaire, ce n'est pas le petit A en italique que vous trouvez dans le fantasme, c'est-à-dire le petit A comme objet imaginaire. Si vous deviez écrire l'objet A dans la psychose, vous metteriez un A qui ne serait pas imaginaire du coup, pour signifier qu'il a affaire à un objet A réel. Les objets A, je vous rappelle, il y a une petite liste que Lacan nous a donnée, mais enfin c'est essentiellement l'objet oral, l'objet anal, l'objet voix et l'objet regard. C'est 4 objets principaux, 4 objets de libido, concentrateurs de libido, qui orientent, disons, le registre désirant du sujet, en ayant certains objets prévalents. Enfin, chacun a des objets un peu prévalents, pris dans un scénario particulier. C'est ce dont rend compte le fantasme. Donc, en tout cas, ce mathème, voilà, on peut le dire déjà dès à présent, n'a pas lieu d'être dans la psychose. Ça ne veut pas dire que le sujet psychotique n'est pas confronté à la question de la castration. Et ça veut dire aussi que cliniquement, il n'aura de cesse d'essayer de faire inclure du moins phi dans l'objet auquel il a affaire. C'est-à-dire de faire advenir une castration. Et concrètement, ça se passe souvent par des passages à l'acte. Quand un regard est trop agressif, il s'agira de faire inclure un peu de castration dans cet objet qui est omniprésent et omnipotent. Enfin, je vous donne un petit exemple très rapide et très simple là. Mais il faut vous dire que lui aussi a affaire à des objets, mais ce n'est pas des objets du désir, ce n'est pas des objets qui incluent le moins phi de la castration. Bon. Donc, je vous propose déjà cette première écriture de petit a sur moins phi. Ok ? Un objet qui inclut le moins phi, qui inclut la castration, qui inclut le vide, qui concentre en son sein le vide de la castration. Mais on peut, par ailleurs, et c'est lié, présenter le petit a, et c'est là peut-être que le fantasme, c'est une lecture que l'on peut faire du fantasme, comme un objet qui vient comme bouchon, comme venant boucher le vide de la castration. Pourquoi je dis que ce n'est pas l'un sans l'autre ? Parce que vous ne pouvez avoir un objet qui vient boucher le vide de la castration que si la castration est là, a eu lieu. Donc ça veut dire que cet objet ne la bouchera jamais complètement. Au fond, l'objet ne fait que rappeler. Ce n'est qu'un rappel du fait qu'il y a un vide. Ce ne sera jamais le bon objet. C'est ce qui vous permet de continuer à désirer. Puisque le manque est l'appui du désir.
Et donc là, cette fois-ci, la barre, vous pouvez la présenter comme une barre de substitution. Je dirais que ce n'est pas une barre de connexion, c'est une barre de substitution, puisque l'objet A vient se substituer à quelque chose qu'il n'y a pas. On peut même utiliser le terme de métaphore, puisqu'on évoque une substitution. Bon, mais on va le reprendre très longuement, ce mathème. Donc vous voyez apparaître dans le séminaire 8. Si quelqu'un le trouve dans un autre séminaire précédent, qu'il me le dise. Par contre. Vous le retrouverez par contre vraiment, mon souvenir, écrit à plusieurs reprises dans le séminaire 10, par exemple. Mais dans le séminaire 8, Lacan, à un moment, l'utilise pour justement aborder le fantasme hystérique. Vous avez la formule du fantasme fondamental, général, on peut dire ça comme ça, mais à un moment, Lacan va déplier, va proposer une écriture spécifique pour le fantasme hystérique et pour le fantasme obsessionnel. Donc, nous allons prendre ce mathème comme fil conducteur, avec le petit phi négativé, écrit en italique, pour bien donc signifier qu'il est imaginaire. Donc ça écrit la castration imaginaire. Mais je vous le disais, ce n'est pas sans référence au symbolique. Puisque, comme je vous le disais, ça introduit la catégorie du manque. Donc quand vous évoquez le manque, vous vous référez au symbolique toujours. Donc je disais qu'il apparaît pour la première fois dans le séminaire 8, mais le moins phi tout seul, il apparaît pour la première fois dans le séminaire 6. Le désir et son interprétation. D'ailleurs, c'est précisément dans le séminaire 6 que Lacan évoque pour la première fois le terme de fantasme fondamental. Pour bien signaler son importance, le fait qu'il soit inconscient, qu'il faut le distinguer des fantasmagories imaginaires, et qu'il se réduit, d'ailleurs, nous dit-il, à cette époque, à rendre compte de l'articulation entre deux registres, c'est ce que je disais tout à l'heure, le registre symbolique et le registre imaginaire. Donc, le petit moins phi apparaît pour la première fois dans le séminaire 6. Donc nous verrons cela également dans le détail. Donc je vous disais que j'allais vous présenter un certain nombre de mathèmes autour du phallus. Disons que
le fameux petit phi, il apparaît dans l'enseignement de Lacan pour la première fois dans le séminaire 4. Donc, je reprends. Le petit phi apparaît dans le séminaire 4. Le moins phi dans le séminaire 6. Le petit a sur moins phi dans le séminaire 8. Bon, ça donne des repères, mais on ne va pas se suffire de faire cette recension, même si ça m'a pris déjà un peu de temps de la faire. Il s'agit de les faire parler, ces mathèmes-là. Il apparaît furtivement dans le séminaire 4. Je reviendrai sur ce séminaire. Et vous le retrouvez, cette fois-ci, à plusieurs reprises, dans le séminaire 5. Alors, je vous dis tout de suite que les séminaires qui vont nous intéresser là, premier semestre, ce sont les séminaires 3. Je vous dirai tout à l'heure quelle partie. Bien sûr, le séminaire 4. Parce que on peut dire que c'est dans le séminaire 4 que Lacan, c'est moi qui dis ça, fonde, entre guillemets, on va dire fonde, son concept de phallus. Dans le séminaire 4. C'est-à-dire le séminaire consacré à la lecture du petit Hans. Nous nous intéresserons au séminaire 5. Et notamment au schéma R. Nous verrons aussi, alors je vais le redire tout à l'heure, nous verrons aussi quelques schémas lacaniens. On ne va pas rester qu'avec les mathèmes, on va voir les schémas, parce qu'en plus les mathèmes, vous les retrouvez dans les schémas, souvent. Donc nous verrons bien sûr rapidement le schéma L que tout le monde connaît, je pense, non? Vous connaissez le schéma L de Lacan? En croix. Le schéma en croix. Vous voyez lequel c'est. On le reprendra rapidement, et on verra le schéma R, que vous trouvez dans le séminaire 5 et que vous trouvez surtout dans la question préliminaire. Ok? Nous nous intéresserons au séminaire 6, nous nous intéresserons rapidement au séminaire 8 et nous nous intéresserons au séminaire 10. Mais le petit phi fait sa première apparition dans le séminaire 4, écrivant donc le phallus imaginaire, le phallus comme imaginaire. On dit phallus imaginaire, vous pouvez dire également objet imaginaire. Dans le séminaire 5, Lacan nous dit objet imaginaire auquel l'enfant a à s'identifier pour satisfaire au désir de la mère. Objet imaginaire auquel l'enfant a à s'identifier pour satisfaire au désir de la mère. Là, je vous ai écrit la partie droite, le premier temps de l'écriture de la métaphore paternelle. Vous la connaissez, la métaphore paternelle de Lacan? Bon, nous la verrons dans le détail. Je vais l'écrire quand même au tableau parce que nous allons, que les personnes qui la ne connaissent pas n'aient pas peur, puisque nous allons la décortiquer. Pourquoi elle nous intéresse? Parce que dans la métaphore paternelle, vous avez ce terme qui est écrit ici. Phallus. Avec un grand P. Je vous l'ai écrit parce que là, le DM, c'est le désir de la mère. Donc moi, je vous propose
Vous avez vu là, j'ai regroupé 4 termes parce que vous les trouvez chez Lacan. Il peut mettre des fois X, il peut mettre signifié au sujet. Je pense qu'il doit mettre enfant à un moment. Et moi, je vais mettre en plus le phallus ici, comme objet imaginaire auquel l'enfant doit s'identifier. Je reprends la phrase de Lacan. Objet imaginaire auquel l'enfant a à s'identifier pour satisfaire au désir de la mère. Donc là, c'est pas une barre. C'est pas une barre de substitution. Ok? C'est une barre, on va dire quoi? De connexion. Un lien. Signifié au sujet. C'est ce que Lacan écrit dans la question préliminaire. Ici, par contre, vous avez une barre de substitution. Nous verrons ça dans le détail. En tout cas, retenez cela pour l'instant, que le phallus, le petit-phi, Lacan le présente, le phallus imaginaire, comme un objet imaginaire auquel l'enfant s'identifie, comme relevant de tout ce qui est le registre de ce qui manque à la mère. Donc ça renvoie à son désir. Ça vient rendre compte de tout ce qui serait le désir de la mère. Ça vient rendre compte de cela, ce phallus. Et l'enfant, il s'identifie à cela. Voilà comment Lacan nous le présente, à ce moment de son enseignement. Et il pourra parler aussi, à propos de cet objet imaginaire, ce phallus imaginaire, d'un objet métonymique. Retenez ces termes. Vous mettez phallus imaginaire, vous mettez objet imaginaire, objet métonymique, tout cela, c'est des choses qui se rejoignent suivant comment vous l'approchez. Je ne dis pas que tout est synonyme, mais l'un renvoie à l'autre, pris sous une autre perspective. Et je rajouterai un autre terme, sur lequel nous allons nous arrêter, l'image phallique. L'image phallique, c'est le terme qu'il utilise dans la question préliminaire. La question préliminaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le texte des écrits de Lacan qui est consacré aux psychoses et qui date justement du séminaire 5. Donc c'est pour ça que quand on travaille le séminaire 5, on va lire la question préliminaire. Donc quand on lit la question préliminaire, on va lire le séminaire 5. Enfin, en tout cas, les séances de décembre, janvier, février, qui correspondent à l'écriture de son texte, question préliminaire. Ok? C'est très conceptuel là, hein. Je suis d'accord. Mais c'est pour donner quand même quelques balises. Donc là, vous présentez le petit-phi de l'ordre de l'imaginaire. De l'image et de l'imaginaire. Chez Lacan, l'image et l'imaginaire, c'est pas forcément la même chose. L'imaginaire, c'est un registre, c'est beaucoup plus global. Ça se trouve que là, Lacan passe de l'un à l'autre. Et puis, au cours du séminaire 5, à un moment, le phallus bascule dans le registre signifiant. Vous ouvrez le séminaire 5, pendant de longs chapitres, le phallus, c'est un objet imaginaire. Ok ? Et à un moment de l'enseignement de Lacan, Lacan nous dit le phallus est un signifiant. Ok ? Mais il ne dit pas, ah oui, je me suis trompé, avant je disais que c'était un objet, maintenant je dis que c'est un signifiant. Pas du tout. Il reste dans sa continuité. Pour lui, c'est logique que maintenant il le présente comme un signifiant. Mais de toute façon, pourquoi pas? Parce que dans la métaphore paternelle, il est effectivement un objet imaginaire. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, si la métaphore elle opère, c'est qu'à te dire, eh ben là on aura un phallus qui lui sera peut-être plus à inscrire du côté du symbolique. Alors que l'autre, il était quand même beaucoup plus inscrit du côté de l'imaginaire.
J'ai mis phallus ici aussi. Hein. Parce que nous verrons effectivement que le phallus que vous écrivez ici comme l'objet auquel l'enfant s'identifie, en s'identifiant au désir de la mère, ce n'est pas le même phallus que vous avez ici comme produit de la métaphore maternelle. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est le même, sinon vous ne voyez pas l'importance et l'utilité qu'il y ait eu une métaphore. Ok ? Et c'est pas par hasard que cet objet, on le situe aussi comme un objet métonymique. Là, le phallus avec un grand P n'est pas du tout un objet métonymique. Surtout qu'en plus, c'est ce qui vient mettre un point d'arrêt. C'est sûrement pas métonymique. Donc, à un moment du séminaire 5, le phallus devient un signifiant. Et alors, vous l'écrivez comment ? Vous l'écrivez comme ça. Grand phi. On va dire comme phallus symbolique. J'ai compté, il apparaît 4 fois dans le séminaire 5. Le grand phi. Nous verrons cela dans le détail. Enfin, peut-être que ça ne vous intéresse pas spécialement de voir tout ça dans le détail. Si ? Non, mais parfois on peut aussi ne pas être trop dans le détail. Bon, surtout si on veut balayer tout un enseignement, tout un pan d'enseignement de Lacan. Parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à un moment au phallus comme fonction. Hein? Pas le phallus comme objet imaginaire, pas le phallus comme signifiant grand phi. Enfin, on le retrouve comme grand phi, mais comme fonction, la fonction phallique. Et là, ça nous fait aborder les formules de la sexuation, bon, des choses un peu plus complexes, mais peut-être aussi qui sont quand même des choses fondamentales. Donc il faut quand même qu'on y arrive. Bon. En tout cas, il apparaît 4 fois ce grand phi dans le séminaire 5. Et alors là, maintenant, vous allez vous demander, mais alors quelle définition il en donne ? S'il a un autre mathème, c'est qu'il apporte autre chose, c'est qu'il vient signifier autre chose. Alors, disons que, à ce moment-là de son enseignement, il va pouvoir le présenter. Écoutez-moi bien, parce que vous voyez quand même que le phallus, ce petit phi, il est quand même très associé au signifié, de l'ordre du signifié. Ok ? Et ce phallus ici, que nous verrons, donc, nous allons décortiquer la métaphore ensemble, hein, parce que pour nous elle est très importante, puisque vous avez le phallus, c'est même pas un mathème que Lacan met là, il l'écrit en toutes lettres, avec un grand P et une majuscule. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais il est quand même sous la barre. Et il est présenté comme étant de l'ordre d'une signification. Ok ? Signifier, signification. Si vous le dites, s'il nous dit après, à un moment, que le phallus est insignifiant, il le fait passer au-dessus de la barre, quelque part. Chez Lacan, vous avez effectivement, enfin vous connaissez cet algorithme saussurien revisité par Lacan, signifiant sur signifié. Ça aussi, on va le reprendre. Donc quand vous parlez de signifié, vous mettez le signifié sous la barre. Pour vraiment rendre compte de la suprématie du signifiant sur le signifié, premièrement, et rendre compte aussi de la causalité du signifié. Le signifié est causé par le signifiant.
quand Lacan va en faire un signifiant, il va nous dire que c'est un signifiant qui va être chargé de régler l'ensemble des signifiés. Donc ça reste connecté à la question du signifié, si vous voulez. D'accord? Bon, nous verrons cela. Ça, vous le trouvez, Lacan le détaille, dans le chapitre 17 du séminaire 5. Le signifiant du signifié. Et vous verrez que la question se pose après, mais alors comment le différencier du nom du père? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, qui lui aussi est un signifiant fondamental. D'ailleurs, ce que je vous dirais là très rapidement, ce serait penser plutôt le nom, à un moment en tout cas de cet enseignement, le nom du père comme étant le signifiant qui va régir l'ensemble des signifiants. Alors que le phallus comme le signifiant du phallus, comme le signifiant qui va régir l'ensemble des signifiés. Si vous voulez avoir un peu une petite boussole, mais après il faut rentrer dans les détails quand même. Donc on va dire ça, le signifiant du signifié, mais il y a une autre définition que Lacan nous donne du phallus comme signifiant dans ces années-là, et celle-ci elle est très importante, c'est le phallus comme signifiant du désir. Le phallus comme signifiant du désir. Mais vous voyez, c'est pas l'une chasse l'autre là, c'est vous l'avez les deux en même temps. Par exemple, dans La direction de la cure, qui est un texte que vous situez entre le séminaire 5 et le séminaire 6. Le texte dans lequel Lacan reprend, entre autres, le rêve de la belle bouchère, pour ceux qui connaissent. Ce grand phi, vous le retrouvez dans le séminaire 8, le transfert. Lacan évoque à ce propos le terme de présence réelle. Présence réelle. À propos du phallus grand phi dans le séminaire Le Transfert. Et quand Lacan parle de présence réelle, dites-vous qu'il anticipe à ce moment-là sur son concept d'objet A. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a à un moment dans l'enseignement de Lacan une sorte de un basculement entre le phallus, un basculement depuis le phallus vers l'objet petit a. Comme si à un moment, c'est l'objet petit a qui allait prendre le dessus, qui allait devenir le concept fondamental pour lui, alors qu'avant c'était plutôt le phallus. Pour ensuite finalement les faire se rejoindre les deux. Et je signalerai aussi une occurrence de Lacan qui est quand même très importante concernant ce grand phi que vous trouvez dans le texte Subversion du sujet dialectique du désir, dans l'inconscient freudien, quand il présente le grand phi comme étant le signifiant de la jouissance. Alors là, c'est encore une autre étape. Ce n'est plus simplement le signifiant du désir, c'est le signifiant de la jouissance. Ça, il le dit une seule fois, c'est dans les écrits, à la page 823, dans un passage très compliqué.
Alors, je résume. Parce que là, c'est beaucoup de choses d'un coup. Quand il est imaginaire, ce phallus, vous l'avez présenté comme un objet. Et alors là, c'est le séminaire 4. La relation d'objet. Le séminaire, la relation d'objet. Il est également image. Il est également de l'ordre du signifié. Ok? Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Et je rajouterais, il peut aussi être du côté de la signification. Ici. Et vous avez un texte de Lacan qui s'appelle La signification du phallus. D'ailleurs, qui est le seul texte des écrits où vous avez le terme de phallus dans le titre. Quand il est symbolique, ce phallus, on le dit donc signifiant, le signifiant phallus, et alors vous le présentez comme étant le signifiant du signifié en général, là je cite Lacan, du séminaire 5. Je vais vous citer Lacan plus longuement, vous allez pouvoir noter la définition que vous avez à la page 393 du séminaire 5. Le phallus est ce signifiant particulier qui, dans le corps des signifiants, est spécialisé à désigner l'ensemble des effets du signifiant comme tel sur le signifié. Je reprends. Le phallus est ce signifiant particulier qui, dans le corps des signifiants, est spécialisé à désigner l'ensemble des effets du signifiant comme tel sur le signifié. Les effets du signifiant sur le signifié, mais les effets du signifiant, c'est le signifié. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est le signifiant qui va régir l'ensemble des effets du signifiant qui sont donc des effets de signifié. Ça c'est quel séminaire? 5. Au moment où Lacan le fait basculer du côté du signifiant. Je vous disais également, c'est le signifiant du désir. Le terme de présence réelle dans le séminaire 8. Et une fois le terme de signifiant de la jouissance. Ok? Qui est une tentative ultime par Lacan d'essayer de faire rentrer la jouissance dans le signifiant. Alors qu'il y a une antinomie, pendant tout un temps d'enseignement de Lacan, une antinomie radicale entre le signifiant et la jouissance. Jacques Alamiller avait bien précisé que c'était sa dernière tentative de faire rentrer la jouissance dans le signifiant. Et ça débouche sur quoi? Sur le fait que c'est pas possible et qu'il y a un reste qui sera toujours hors signifiant, et ça s'appelle l'objet petit a. C'est là qu'apparaît l'objet petit a dans toute sa splendeur dans le séminaire 10, comme étant justement ce qui peut rendre compte de ce qui relève de la jouissance, mais qui ne peut pas rentrer dans le signifiant. Alors, toutes ces écritures que je propose là, que je vous donne très rapidement avant que nous les examinions les unes après les autres, elles ont pour intérêt pour Lacan de rendre compte de quoi? Pour le sujet de son identification, de son désir, voire de sa jouissance. Le phallus a toutes ces utilisations, toutes ces fonctions. Et Lacan va également, finalement, comment dirais-je, il va essayer également de rendre compte de l'identification du désir et de la jouissance à un moment de son enseignement à partir de l'objet petit a, et plus du phallus. Là, je vous dis qu'il y a un moment de bascule.
Alors, je vous disais, le séminaire 4 était un séminaire très important pour nous, parce que je pense qu'on peut considérer que c'est dans ce séminaire qu'il va vraiment fonder son concept de phallus. Les premiers pas du phallus, on va dire. Presque les premiers pas, dans le séminaire 4. Donc, il faudra nous y intéresser assez longuement. Je dis presque ces premiers pas parce que vous avez, avant cela, un abord du phallus dans le séminaire 3, le séminaire Les psychoses. Spécifiquement dans un chapitre que Jacques Alain Miller a intitulé « Le phallus et le météore ». Vous connaissez ce chapitre? Pour ceux qui ont pratiqué le séminaire 3, non. C'est par là que je vais commencer finalement. Hein. La semaine prochaine, on va commencer, donc je vous l'annonce, comme ça vous allez pouvoir le lire. Lisez le chapitre 25 du séminaire 3, intitulé « Le phallus et le météore ». Vous pouvez bien vous demander, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici, cette histoire de météore? Et là, on parle aussi d'un arc-en-ciel. Vous irez voir, et comme vous serez plongé avec plaisir dans le séminaire 3, vous pourrez aussi lire les 2 chapitres consacrés à la métaphore et à la métonymie. Au moment où Lacan, il fait son séminaire, et là il découvre un article de Jacobson à propos de la métaphore et de la métonymie. Et là, tout de suite, il apporte ça dans son cours. Et vous avez les prémices de la construction de la métaphore paternelle. Bon. Je vais y revenir sur cette histoire de métaphore paternelle. Donc, premières apparitions du phallus dans le séminaire 3, mais c'est dans le séminaire 4, disons que Lacan fonde véritablement ce concept. On comprend pourquoi il a recours à ce concept. Il a recours à ce concept à un moment où il essaye de percer la logique de la cure du petit Hans. C'est un cas de névrose avec un passage phobique. Okay. Dans le séminaire 3, sa lecture, la boussole de Lacan dans le séminaire 3, c'est sa lecture du président Schreber. C'est-à-dire un cas de psychose, paradigme de la psychose. Et là, ce qui l'intéresse en priorité dans le séminaire 3, c'est pas le registre du phallus, c'est ce qui va devenir le nom du père. C'est pas le phallus, parce que déjà, il peut considérer qu'il est fort clos dans la psychose. Il n'est sûrement pas fort clos dans la question du petit Hans, le phallus. Vous comprenez bien. Quasiment tout tourne autour de cette histoire de son fait pipi, comme il l'appelle, c'est-à-dire son sexe, et de l'irruption de la jouissance dans cette partie de son corps qui lui est énigmatique. C'est bien le drame du petit Hans. Il est embarrassé par cela. Et donc c'est la question de la castration qui est centrale dans le cas du petit Hans. Pas dans le cas Schreber. C'est pas la question de la castration. Donc on comprend que c'est pas avec Schreber qui va s'intéresser vraiment au concept de phallus, mais avec le cas du petit Hans, dans le séminaire 4. Par contre, avec Schreber, vous avez affaire à un cas d'un psychotique où tout son monde est désorganisé. Donc Lacan va s'intéresser à, mais qu'est-ce qui peut faire tenir un monde, le monde de vos signifiants, qui organise, parce que pour Lacan, c'est quand même, le monde est organisé par le signifiant. Donc qu'est-ce qui se passe quand il manque un signifiant fondamental qui organise normalement votre monde? Donc son intérêt porte sur ce signifiant-là, c'est-à-dire sur le nom du père. D'ailleurs, le terme nom du père apparaît dans le séminaire 3. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il apparaît à deux endroits.
Et il évoque également, dans le séminaire 3, le signifiant être père. Donc c'est un cas de psychose qui le met sur la piste, sur la découverte du fameux signifiant du nom du père. C'est un cas de névrose, donc un cas de phobie, mais le petit Hans, il n'est pas psychotique. On a forcément des cas d'enfants psychotiques qui sont perturbés par la même question. Alors ça va se terminer dans le meilleur des cas par des délires, ou dans le pire des cas par le fait de s'auto-mutiler le sexe. Pour faire advenir, je le redis, de la castration, de la négativation. Mais comme on est dans la psychose, c'est dans le réel. C'est un bon... si vous devez expliquer, donner un exemple clinique de la non-fonction du moins phi que j'ai indiqué là, et ben par exemple l'automutilation du sexe. Et alors nous verrons également le recours qu'a Lacan à partir du petit Hans à son intérêt pour l'objet, enfin l'intérêt que Lacan porte à la phobie, bien évidemment, à l'objet phobique, le cheval, mais Lacan nous dit à la fin du séminaire 4 que ce n'est pas un objet. L'objet phobique n'est pas un objet, c'est un signifiant. Le cheval est un signifiant. Son intérêt également pour l'objet fétiche. Tout cela pour mieux formaliser le concept de phallus. Donc, vous voyez que ça nous amène à nous intéresser à la clinique. Et j'essaierai peut-être, je ferai peut-être aussi cette hypothèse que si effectivement c'est son intérêt pour le petit Hans, comme je le disais à l'instant, il amène à apporter ce concept de phallus, parce que la question de la castration est fondamentale dans le cadre. C'est également le petit Hans, le passage par le petit Hans, qui va lui permettre de, peut-être, on va dire, finaliser son concept de nom du père, qu'il a introduit dans le séminaire 3. Vous me suivez? Vous me suivez ou pas? Je vous dis cela parce que, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons décortiquer la métaphore paternelle. Et dans la métaphore paternelle, vous avez ces deux termes-là que j'évoque depuis tout à l'heure, que sont le nom du père et le phallus. C'est-à-dire que vous devez vraiment prendre la métaphore paternelle comme un point d'aboutissement pour Lacan. Il a fallu le séminaire 3, il a fallu le séminaire 4, il a fallu le début du séminaire 5 pour qu'il accouche, entre guillemets, de sa métaphore paternelle. Donc, si vous deviez vous expliquer à quelqu'un la métaphore paternelle, vous ne pouvez pas faire l'économie de tous ces séminaires qui précèdent pour en saisir la logique. Le nom du père, je vous le disais, il faut le passage par la psychose, par le fait de dégager ce qui serait ce signifiant ordonnateur de l'ensemble des signifiants. Ok? Et aussi, Lacan peut l'évoquer comme étant le signifiant qui permet de faire un graphe entre le signifiant et le signifié, entre ces deux registres-là, pour qu'ils soient séparés mais en même temps accordés. Ok?
Ok? Mais il faut aussi le séminaire 4, la phobie du petit Hans, pour saisir pour encore mieux définir son signifiant du nom du Père, parce que vous avez affaire à un cas d'enfant pour lequel justement le nom du Père n'est pas forclos, n'est pas rejeté, sinon il serait dans la psychose. Mais il y a ce que Lacan appelle une carence. Ok? Il y a une carence du nom du Père, du signifiant du nom du Père. Et il y a une carence telle qu'il doit ériger un autre signifiant en remplacement du signifiant du nom du Père. Et cet autre signifiant, c'est le signifiant cheval. C'est pour ça que Lacan va en faire un signifiant finalement. Donc quand vous dites un objet phobique, dites-vous bien que pour Lacan, ce n'est pas un objet. C'est un signifiant. Mais vous avez en ce moment d'enseignement de Lacan, où tout ce qui était de l'ordre de l'objet ou de l'imaginaire, il le fait basculer du côté du signifiant. Tout devient signifiant pour lui. Donc, je vous le disais, le petit Hans, ça va lui permettre de conceptualiser son concept de phallus, mais ça va lui permettre aussi d'affiner ce terme même de signifiant du nom du Père, pour lui permettre d'accoucher, entre guillemets, de sa métaphore paternelle l'année suivante. Parce que vous prenez le cheval comme un signifiant de remplacement pour Hans, de remplacement du signifiant du nom du Père, pas assez incarné par le Père. Il lui faut donc un autre totem, pour prendre le terme de Freud, le totem cheval, du fait que le totem Père n'est pas assez opérant. Le totem cheval à la place du totem Père. Vous savez que vous pouvez tout à fait prendre le texte de Freud que vous connaissez, Totem et tabou, l'ouvrage freudien qu'on étudie quand on est en psychologie, on va étudier Totem et tabou, texte freudien classique. Je pense que vous pouvez le relire en ayant en tête le nom du Père et l'objet petit a. Le totem, c'est le nom du Père et l'objet petit a, c'est le tabou. En tout cas, le nom du Père, c'est le Père comme symbolique. Le signifiant du nom du Père, c'est le Père comme symbolique. Donc nous commencerons par le séminaire 3, je le disais tout à l'heure. Le chapitre Le phallus et les météores. Et je vous proposais également de lire les chapitres consacrés à la métaphore et à la métonymie, ces deux figures de la rhétorique qui font leur entrée dans l'enseignement de Lacan, métaphore et métonymie, sur lesquels nous nous arrêterons également assez longuement. Et notamment l'intérêt que Lacan porte au vers de Hugo, tiré de la légende des siècles. Sa germe n'était point avare ni haineuse. Vous connaissez ce vers? Sa germe n'était point avare ni haineuse, que lui va justement utiliser pour illustrer ce qu'il entend par métaphore.
ça, ça concerne le séminaire 3. Le séminaire 4, qui a pour titre la relation d'objet. Un titre trompeur, le titre du séminaire 4. Un titre trompeur, parce que Lacan, justement, s'attaque à toutes les théories de la relation d'objet. Ce qui intéresse Lacan, c'est la relation plutôt avec le manque d'objet, pas la relation d'objet. Parce que ces théories de la relation d'objet se fondent uniquement sur la relation imaginaire entre le moi et ses objets. Si vous introduisez le registre du manque, vous vous intéressez à la dimension sujet, pas à la dimension moi. Et vous vous intéressez au rapport que le sujet entretient avec l'autre, écrit avec un grand A, et pas le moi avec ses objets. C'est vraiment sur ce registre-là, le registre imaginaire, symbolique, que le registre du manque peut trouver une place. Se situe sur ce registre-là. Et donc, Lacan réintroduit l'importance de cette dimension du manque et de la castration, qui, si l'on veut, pour le dire rapidement, n'a pas lieu d'être sur l'axe imaginaire. Le manque, la castration ne trouvent leur place qu'en référence au registre du symbolique. Et donc, si vous voulez rendre compte de ce qui se passe véritablement entre la mère et l'enfant, vous devez introduire un tiers terme, un autre registre qui est celui du manque. C'est-à-dire le phallus. Donc vous arrivez à un ternaire, et c'est ce que Lacan déplie dans son séminaire 4. Enfant, mère, phallus. Et donc vous arrivez à un quaternaire, puisque vous introduisez la question du père. Et si vous voulez, ça ne se joue pas entre père, mère, enfant. Père, mère, enfant, manque. Donc ça se joue à 4. Enfin, ça se joue à 4. Quand vous avez une configuration avec père ou mère, mais fondamentalement, ça se joue dans la relation à un autre et la relation au manque avec l'autre. Hein. On n'est pas du tout à faire à promulguer des schémas d'un ancien temps. Pas du tout l'optique de Lacan. Et d'ailleurs, ça, on va y revenir quand on travaillera ensemble la métaphore paternelle. Où là, dans la métaphore paternelle, vous voyez bien que ce n'est pas le père et la mère dans la réalité, ce sont des signifiants.
Donc ça, déjà, ça vous permet un peu de sortir du registre de la réalité et de l'imaginaire. Ça, c'est un signifiant. Signifiant, je l'écrirai comme ça, hein. Un grand S avec un petit A avec une barre. Là, c'est un signifiant. La mère y entre en tant que signifiant, le père y entre en tant que signifiant. C'est basé toujours sur cette écriture-là, hein. Signifiant en haut, signifiant en bas. Donc, voilà ce que Lacan déplie dans le séminaire, je résume énormément, dans le séminaire 4, ce ternaire, mais on rajoute bien sûr le père, c'est-à-dire cette structure à 4. D'ailleurs, la structure à 4 est toujours très importante chez Lacan. Ça, c'est une petite parenthèse. Vous verrez que dans ces schémas, il y a souvent 4. Comment on pourrait dire ça? 4 sommets. Là, vous en avez 4. Là, vous avez 4 éléments. Et dans ces discours, bien entendu, vous avez 4 places et 4 discours. Donc, suivez bien le mouvement. Le séminaire 3, le nom du père, Lacan le fait apparaître comme signifiant fondamental dans la subjectivité du sujet, pour le dire très simplement. Le phallus fait un peu son apparition. Dans le séminaire 4, tout cela, il les fait fonctionner ensemble. Et donc il rapproche le père du phallus. Bien évidemment. Ce qui lui permet d'accoucher, entre guillemets, de sa métaphore paternelle. Au début du séminaire 5. Vous me suivez là? Le phallus, dans le séminaire 4, si vous voulez, le phallus, il est à la fois abordé dans la relation de l'enfant à la mère, mais également dans la relation du père. Le phallus avec le père, la mère avec le phallus. C'est ça qu'on va déplier avec la métaphore paternelle. C'est à la fois une version du phallus quand il est en lien avec la mère, une version du phallus quand il est en lien avec le père. Ok? Et tout l'objectif de Lacan, c'est de montrer l'importance du fait qu'il puisse basculer d'une version à une autre. Et pour cela, il faut que ce signifiant-là soit opérationnel. Le signifiant du nom du père. Bon, mais on va déplier tout ça. Hein. Là, c'est un résumé. J'aurais peut-être dû faire ça à la fin de l'année, peut-être. Mais bon, c'est aussi des choses que certains connaissent, un peu quand même. Non? Et donc, nous nous intéresserons aussi à des schémas de Lacan. Je vous en ai écrit un très rapidement au tableau derrière moi, le schéma dit L, qui n'est pas du tout en forme de L, mais c'est le schéma L, avec ces deux croix, avec ces deux barres en forme de croix, avec deux axes qui s'opposent, l'axe imaginaire et l'axe symbolique. C'est un schéma dans lequel vous n'avez pas écrit le phallus, comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est pour ça que nous nous intéresserons au schéma qui vient juste après, dans la continuité de ce schéma, c'est-à-dire qu'il le complexifie, et c'est donc le schéma dit R, que vous trouvez dans le séminaire 5 et que vous trouvez dans la question préliminaire. Et dans le schéma R, vous avez le terme de phallus, vous avez le mathème du phallus qui est présent. Je vous dessine juste une partie du schéma R, qui est un triangle.
phallus qui est écrit à un des sommets. Et donc vous avez le passage, le schéma L, vous l'avez dans le séminaire 2, le séminaire 3, le séminaire 4. Ok? Le schéma R, là j'en ai écrit qu'une partie, vous l'avez dans le séminaire 5. Donc il est dans un prolongement. Mais comme entre-temps il y a eu le séminaire 4, Lacan a introduit ce tiers terme, qui est le phallus. Donc du coup, il a aussi un registre imaginaire qui n'est plus à situer, à définir à partir de 2 termes, mais à partir de 3 termes. Et du coup, vous avez l'imaginaire, il en rend compte à partir d'un triangle, et plus simplement avec un seul axe. Et là, il y ajoute le petit fil du phallus. Donc, nous verrons cela également, le passage d'un schéma à l'autre, toujours dans ce souci de montrer un peu à la fois la continuité dans l'enseignement de Lacan, mais également la discontinuité, et en essayant de saisir à chaque fois pourquoi il a opéré telle modification dans ses schémas. Quelle motivation derrière cela a-t-il? Je vous ai indiqué par quoi nous allions commencer, par la lecture d'un chapitre du séminaire 3, le chapitre consacré au phallus météore, mais également à ces chapitres où il déplie la métaphore et la métonymie. Parce que notre intérêt, mon intérêt, j'espère le vôtre, c'est d'arriver à la métaphore paternelle. Okay, je vous ai dit tout à l'heure, de suivre les développements de Lacan pour y arriver, parce que vous avez ce terme de phallus qui est inscrit, qui est écrit. Donc, ensuite, ce que je vous proposerai, c'est de vous intéresser au séminaire 4, et précisément le chapitre 22, intitulé « Essai d'une logique en caoutchouc », parce que vous y trouvez les prémices de ce qui deviendra la métaphore paternelle. Avec des schémas, mais incompréhensibles de Lacan. Donc on ne va pas les décortiquer. Mais on va quand même les parcourir, enfin les survoler, voir un peu ce qu'il peut nous dire aussi à ce moment-là. Vous avez même le terme de métaphore paternelle qui apparaît. Le terme de métaphore paternelle apparaît dans le séminaire 4. Où Lacan nous rend compte de ce qui devrait être la bonne métaphore et ce qui est la métaphore du petit Hans. Ce qui lui construit comme étant de l'ordre de ce qui vient remplacer ce qui serait une bonne métaphore. Il essaye de rendre compte de cela. À cause du fait que justement il y a une carence du père, carence à incarner suffisamment le nom du père. Alors on pourrait discuter de cela, qu'est-ce que ça veut dire une carence à incarner le nom du père? Bon, en tout cas il y a un fait, c'est que le petit Hans, il n'arrête pas de dire à son père qu'il faudrait qu'il tape un peu plus du poing sur la table. Qu'il se manifeste un peu plus comme ayant le phallus. Que le phallus soit vraiment situé pour lui. Sinon, c'est tout le temps, c'est tout de suite la menace de la castration. Vous savez, il y a des passages où à un moment, il y a à son père, mais qui lui fait comprendre qu'il faudrait qu'il soit un petit peu plus sévère, qu'il incarne un peu plus d'autorité. Que lui, ça le soulagerait également. En tout cas, il faut bien faire la différence entre ce qui serait une insuffisance d'incarnation d'un signifiant et ce qui serait la forclusion, le rejet, la non-opérativité d'un signifiant. Auquel cas, vous auriez la psychose. La psychose, c'est quand vous n'avez pas ce signifiant.
quand il est forclos de la subjectivité du sujet. Ça se passe à un niveau subjectif ou un niveau inconscient et du point de vue d'un signifiant, attention. C'est pas le père n'est pas là ou le père est là, ça n'a rien à voir. Il peut d'ailleurs être d'autant plus opérationnel parfois qu'il n'est pas présent, plutôt qu'avoir comme Hans un père qui est complètement mou. Bon. Parce que si vous n'avez pas le nom du père, vous n'avez pas l'opération de substitution qui s'opère. Et ça provoque un certain nombre de conséquences, notamment le fait qu'il n'y ait pas cette dimension-là, que celle-ci n'advient pas. Ce qui inclut un certain nombre de conséquences. Le phallus. Vous n'avez pas ce nom du père-là, vous n'avez pas ce phallus-là. Et alors vous pourriez me dire, bah alors dans ces cas-là, on a quand même ce phallus qui est là. Et comme vous n'avez pas posé la question, c'est une question un peu complexe. Bon. Donc, je vous proposerai de parcourir la fin du séminaire 4, notamment le chapitre 22, comme je le disais. En nous appuyant sur un cours de Jacques Alamiller qui est intitulé Donc. Pour ceux qui s'intéressent au séminaire 4, je vous conseille de le lire en ayant aussi l'éclairage que Jacques Alamiller nous a fait de ce séminaire, parce que ce séminaire, il est coton quand même, hein. Comme beaucoup de séminaires, mais parce que Lacan, il est dans une perspective de recherche. Donc il ne s'embarrasse pas de trouver des choses définitives, donc il revient en arrière, il se contredit. Enfin, il faut arriver à faire le ménage dans ce séminaire. Vous l'avez, le ménage, entre guillemets, il est fait déjà parce qu'il est découpé par Jacques Alamiller avec les intertitres, ce qui vous donne quand même une lecture du séminaire. Bon. Mais si vous voulez en avoir une autre, vous allez voir le cours de Jacques Alamiller intitulé Donc, qui est un cours qu'il a fait l'année où est sorti le séminaire, l'année où il a édité le séminaire de Lacan, qui est un séminaire de 56-57. Hein. Okay, le séminaire 3, c'est 55-56. Le séminaire 4, c'est 56-57. Et le séminaire 5, c'est 57-58. Voilà un peu les années qui vont nous intéresser au cours du premier semestre. Et je vous renvoie également à un autre texte, à un petit texte de Jacques Alamiller, que vous trouvez, je pense, déjà les cours. Vous savez, il y a quelqu'un qui a mis les cours de Jacques Alamiller en ligne sur Internet. Donc vous pouvez les trouver en ligne. Et vous avez aussi, grâce à Kern, le site Kern, qui permet d'accéder à un certain nombre d'articles de revues. Vous pourrez accéder à ce texte qui s'appelle La logique de la cure du petit Hans. La logique de la cure du petit Hans, qui a été publié dans la revue La cause freudienne, et donc vous le trouvez également en ligne. Parce que Lacan considère que le petit Hans a fait véritablement une cure, même s'il a rencontré Freud qu'une ou deux fois. Mais ça a fonctionné parce qu'il avait bien son sujet. Le petit Hans avait bien un sujet supposé savoir, qui est comment dirais-je, l'instance obligatoire pour qu'une analyse puisse se faire, qui est un sujet supposé savoir. Et son sujet supposé savoir, c'était Freud. Le père n'était là pour quelque part faire l'intermédiaire. Mais il y avait cette instance qui fonctionnait. Donc, le texte, la logique de la cure du petit Hans. La logique de la cure du petit Hans. Et donc notre objectif, je le disais, c'est d'arriver à bien saisir la logique de cette métaphore paternelle, si essentielle, et en même temps, pas tant que ça. Pourquoi je dis pas tant que ça? Parce que Lacan
aussitôt a-t-il apporté sa métaphore paternelle, aussitôt il la dépasse. Il nous fait entendre que c'est pas suffisant, qu'il y a un au-delà à tout cela, que c'est pas si essentiel. Donc, vous voyez, ça vient, je vous disais, ça vient capitonner 2-3 ans d'enseignement. Il l'apporte dans le séminaire 5, mais aussitôt après, dans le séminaire suivant, sa boussole, ça ne devient plus du tout, pour rendre compte de la subjectivité du sujet, ce n'est plus la métaphore paternelle, mais c'est le fantasme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas penser conjointement métaphore paternelle et fantasme, c'est très compliqué. C'est une autre perspective. Nous verrons cela. La métaphore paternelle de Lacan permet de faire se rejoindre, de conceptualiser d'une manière en simultané le complexe d'Oedipe et le complexe de castration. Saisi non pas à travers saisi sous l'angle de la logique et du symbolique. Donc en ayant recours à la métaphore comme résultant d'une opération, on va dire, linguistique ou paralinguistique. C'est vraiment pour amener les choses du côté du symbolique, de la structure, pour s'éloigner de tout ce qui serait de l'ordre d'une perspective imaginaire. Passage du mythe à la structure. Mais vous avez effectivement la référence au complexe d'Oedipe, parce que vous avez bien le père et la mère qui sont abordés, si vous voulez, dans la métaphore, mais justement en tant que signifiants, premièrement. Deuxièmement, vous avez bien la référence au complexe de castration, puisque vous avez le phallus qui est évoqué ici, et qui lui renvoie directement à la castration. Donc vous voyez, c'est pouvoir penser les deux conjointement, mais d'un point de vue pris sous un angle logique et sous l'angle du symbolique, de la structure. C'est pour ça que Lacan utilise la figure de la métaphore. Lacan a très souvent recours à la figure de la métaphore, à la figure de la rhétorique de la métaphore. C'est vraiment quelque chose qu'il a beaucoup utilisé. Le père lui-même, il nous dit à un moment dans le séminaire 5, c'est une métaphore. Vous voyez la continuité. Il va d'abord en faire un signifiant, et ensuite, un pas supplémentaire, il en fait une métaphore. Bon. Et comme il veut, il considère que la métaphore, c'est ce qui permet justement de rendre compte de la structure. Il fait du père une métaphore, et pour rendre compte du mouvement même de la métaphore, qui est une opération de substitution d'un signifiant par un autre, il lui faut également faire de la mère un signifiant, pour pouvoir faire en sorte que la métaphore puisse opérer. Donc c'est ce qu'il va faire avec le DM. Le désir de la mère, c'est un signifiant. Donc voilà un peu ce que nous essaierons aussi de décortiquer. Et je vous disais que Lacan, l'année suivante, après avoir apporté sa métaphore paternelle, alors qu'il est en train de construire son grappe du désir, s'intéresse prioritairement au fantasme, que vous pourriez situer comme étant de l'ordre d'un au-delà de l'Oedipe, un au-delà de la métaphore paternelle.
Et donc il s'éloigne lui-même d'une formalisation qu'il avait apportée quelques mois avant. Parce que c'est aussi dans le séminaire 6, pour ceux qui le connaissent un peu, que Lacan apporte ce baptême de grand tabaret, S de grand tabaret. Comme étant de l'ordre d'un signifiant d'un manque dans l'autre. Alors qu'auparavant, le nom du Père était précisément présenté comme un signifiant qu'il situait dans l'autre. Ce qui fait que l'autre ne pouvait pas être incomplet, ne pouvait pas être conçu comme incomplet. À partir du moment où il met en avant l'incomplétude de l'autre, il va au-delà même de cette référence au nom du Père, qui, quand il l'a apporté, était un signifiant qui était plutôt le garant de la complétude de l'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? En tout cas, ne rentrons pas dans les détails, mais vous avez une réelle opposition entre cette écriture S de grand tabaret et le nom du Père. Ça ne veut pas dire que vous le mettez ce concept à la poubelle, mais ça vous amène à le redéfinir autrement après. Ok? Vous pouviez le présenter comme étant le garant d'une complétude, vous pouvez le présenter ensuite en mettant le garant d'une incomplétude, pour le dire très vite. Bon, ça, ce sont des choses un peu techniques, mais pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans les détails de l'enseignement de Lacan, vous allez voir que par moments, c'est très difficile de différencier, par exemple, le nom du père du grand phi, qui est le phallus. Par moments, c'est compliqué de différencier les deux. Comme par moments, c'est compliqué aussi de différencier le S de grand tabaret du phallus. Mais bon, nous n'allons pas nous arrêter sur ces détails-là un peu trop pointus, trop précis. Et donc, cet intérêt pour la métaphore paternelle nous amènera à évoquer, bien sûr, la psychose, là où précisément le nom du père n'est pas en place, là où le nom du père est fort clos, comme dit Lacan, ok, avec pour conséquence un phallus lui-même fort clos, absent, Mais comment on l'écrivait d'ailleurs? je ne voulais pas l'écrire parce que ça va encore apporter une complexité. Ça se trouve que si vous connaissez le texte de Lacan, la question préliminaire, vous avez quelques écritures du phallus dans ce texte. Nous les verrons également. Vous avez bien sûr le petit phi que je vous ai indiqué tout à l'heure, parce que je vous ai dit que ce schéma-là, il était dans la question préliminaire. Ok? Donc vous avez cette écriture-là, petit phi. Vous avez cette écriture-là, puisque c'est celle que vous avez dans la métaphore paternelle. Vous avez une troisième écriture qui est celle-ci. Il écrit grand phi avec un 0, un 10, 0. Tout simplement pour indiquer que le phallus, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas le nom du père, je barre en rouge, vous n'avez pas de phallus. Donc, vous écrivez le phallus, alors là il le met avec un grand phi pour signaler quand même que ce phallus qui est là, il a quand même une certaine tenue, si vous voulez. Bon, je disais qu'il était quand même du côté de la signification, donc il était fondamentalement
ici, je vous ai mis signifiant signifié. Ok. Et grosso modo, ça renvoie au registre signifiant, au registre symbolique, et là au registre imaginaire. Donc il a quand même plutôt des affinités avec l'imaginaire, celui-ci. Mais il a aussi une portée symbolique. On perçoit bien que si c'est le produit d'une métaphore, il a quand même quelque chose de consistant. Bon. Donc Lacan, en tout cas, quand il veut rendre compte du fait qu'il est absent dans la psychose, dans son texte consacré aux psychoses, il utilise le grand phi. Ok ? Et il met un indice 0 pour rendre compte du fait qu'il est absent, fort clos, non opérationnel. Et donc, ça a forcément des conséquences. Sur tous les points de vue. Je vous ai dit tout à l'heure que le phallus servait à Lacan pour rendre compte de l'identification, du désir et de la jouissance. Donc dites-vous bien que quand celui-ci n'est pas opérationnel, ça a des conséquences du point de vue de l'identification, du désir et de la jouissance pour le sujet psychotique. Ça, on peut examiner après quelles conséquences ça a. Et je rajouterai deux autres conséquences du point de vue de la sexuation, de son identification sexuée. Parce que précisément, Lacan utilise aussi le phallus dans ses formules de la sexuation. Donc si le phallus est fort clos, vous devez repenser à nouveau frais les formules de la sexuation pour le psychotique. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Mais le phallus, chez Lacan aussi, s'est chargé, il a été chargé pendant un certain temps de son enseignement, de rendre compte de la dimension du vivant. Ça, c'est un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure. Il dit dans son texte la signification du phallus, quand il parle du phallus, il dit image du flux vital. Il a toujours pour fonction aussi de rendre compte de quelque chose de l'ordre de ce qui relève du vivant pour le sujet. Donc, si vous avez une atteinte au niveau de ce phallus parce qu'il n'est pas advenu, il n'a pas été produit par la métaphore paternelle, vous avez une conséquence directe dans le rapport, au niveau du rapport que le sujet entretient avec le vivant. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est principalement le fait, par exemple, de se sentir vivant. Il ne faut pas croire que ça va de soi, on est et puis on se sent vivant.